Bonjour à tous, merci d'être présents en ce début de matinée pour un samedi. Il fait déjà très chaud dans le circus, donc merci d'être parmi nous pour parler mode zéro déchet et mode éthique et pour discuter de cette nouvelle approche de la mode qui est possible et qui est en train de se développer. Et on va en voir ensemble comment finalement on peut tous aller encore plus loin dans cette mode éthique. Et donc, pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter Majdouline Sbahi, qui est l'auteur du livre Une mode éthique est-elle possible, et Emmanuel Vibert, auteur de Couture et Cup, un livre d'idées très très concrètes pour finalement coudre soi-même plutôt que d'acheter dans les magasins conventionnels. Je vais tout de suite leur laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter à vous rapidement. Majdouline, peut-être peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a donné envie d'écrire un tel ouvrage? Bonjour à tous. Merci au Festival Zéro Est et à Zéro Est pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Euh, je suis sociologue spécialisée dans l'environnement à l'origine. Enfin, je suis toujours. Et jusqu'à présent, jusqu'à une période assez récente, jusqu'à 2 ans, je travaillais essentiellement sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Donc ça m'a amené à créer une université populaire, à m'engager de manière assez militante, mais aussi à manager des politiques publiques d'aménagement durable du territoire, c'est-à-dire comment on reconfigure un peu les villes pour les reconvertir quand il y a eu des pertes d'emplois. Et ce que je dois vous dire d'abord, c'est que je viens du Nord et je viens de Roubaix. Et en fait, quand on travaille sur ces questions dans une ville comme Roubaix, on travaille en fait sur l'après-textile puisque sur mon territoire, qui a été la capitale mondiale du négoce de la laine, finalement, la fin de l'industrie textile dans les années manufacturières, dans les années 70, 80, 90, a entraîné des pertes d'emplois considérables, des friches urbaines partout. Et donc, toutes les politiques que je mettais en place étaient un peu des politiques de réparation. Et la question qui s'est posée à moi à un moment, il y a 2 ans de ça, c'est finalement pourquoi on en était arrivé là, comment on en était arrivé là et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est évidemment, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions, aussi le drame du Rana Plaza, qui a été un moment le début d'une conscience que finalement le destin de mon territoire était lié à ce qui se passait dans le reste du monde. Du coup, j'ai fait ce que je savais faire, je me suis penchée sur ce qui se passait, faire un constat de la réalité aujourd'hui de l'industrie textile pour essayer de dresser des solutions, des propositions concrètes pour changer les choses. Très bien, merci Majdouline. Et toi, Emmanuel, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et à proposer toutes les idées couture au public? Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Alors moi je suis journaliste indépendante, spécialisée sur l'écologie depuis une bonne douzaine d'années. J'écris pour la presse écrite, j'ai fait aussi beaucoup de guides pratiques très axés conso, donc je m'intéresse depuis longtemps à comment on fait pour mettre en cohérence ses actes de consommation quotidien avec ses valeurs. Voilà. Euh, la mode, j'aime ça, entre autres. Le déclic de ce livre, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la fast fashion et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ça fait partie des prises de conscience de consommateurs qu'on a eues qui sont progressives. Je pense qu'on a commencé par l'alimentation, à se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, comment on fait pour changer ça, à mettre tout en cohérence. Et après, on s'est intéressé à d'autres univers et la mode est venue après. Majdouline parlait du Rana Plaza. Pour moi, ça a été un moment aussi très important, comme pour énormément de personnes. Là, je me suis dit, il y a quelque chose vraiment à raconter et à transmettre à partir de là. Il y a eu plein de mouvements qui ont été issus de ça. Mais moi, j'avais comme projet de raconter l'industrie de la mode et ses problèmes à partir du Rana Plaza. Je suis allée voir l'éditeur Thomas Bou qui a fait ce livre-là. Et puis finalement, ce livre s'est transformé en livre de couture. Ce qui n'a rien à voir, mais en même temps est le même projet. Moi, je suis couturière amatrice depuis l'enfance. C'est ma mère qui m'a appris à coudre sur la table de la cuisine. Je ne suis pas du tout couturière professionnelle, mais je couds. Je couds et j'ai développé une obsession pour la récup
très certaine au fil des années. Voilà, j'adore aller dans les friperies, j'adore transformer les vêtements. Et avec Thomas Boulle et l'éditeur, on s'est dit, coudre, finalement, c'est une façon de résister à l'industrie. Voilà. Coudre avec de la récup, ce qui est le principe de ce que je propose dans ce livre, et aussi se réapproprier des savoir-faire qui se sont perdus au fil des générations, etc. Dire que oui, on peut coudre très simplement, et c'est une façon de résister. Voilà. Donc c'est le principe de ce livre, et le lien avec le zéro déchet et la fast fashion. On va pouvoir effectivement l'évoquer tout au long de cette rencontre. Alors effectivement, vous avez évoqué la fast fashion, le drame du Rana Plaza. Est-ce que Emmanuel ou Majouline, vous pouvez nous faire un rapide constat de la fast fashion, parce que peut-être que vous le savez, parce que vous êtes sans doute déjà sensibilisé à cette question, mais la mode est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante. Et c'est pas sans conséquence, évidemment. Et la fast fashion, là, depuis une vingtaine d'années, a connu un énorme essor et a de nombreuses conséquences environnementales et sociales. Est-ce que, Majouline, tu as fait un énorme travail de recherche là-dessus pour ton ouvrage? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et quelques chiffres, peut-être? Oui, alors il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui, fort heureusement, qui commencent à être médiatisés. Il y a le mouvement Fashion Revolution, pour ne citer que lui, mais l'industrie de la mode produit des impacts écologiques. C'est indéniable, évidemment. Elle émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime. C'est-à-dire qu'elle contribue de manière assez importante au dérèglement climatique. Un deuxième chiffre qui est intéressant de citer, c'est sur la question de l'eau. C'est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. On cite souvent les chiffres à l'échelle d'un vêtement. On parle de 2700 litres d'eau pour un t-shirt, utilisé pour un t-shirt, et autour de 5000 pour un jeans. Pour la culture du coton, qui est une des fibres beaucoup utilisées dans la filière textile, on utilise 25% des pesticides du monde. Donc au moment où on parle justement de l'impact sur la biodiversité des produits phytosanitaires, ou plutôt des pesticides ou des herbicides, on voit finalement qu'une industrie, à quel point elle peut contribuer justement à ces impacts. L'ONG Riverkeeper parle de 70% des rivières en Chine qui sont polluées à cause de l'industrie textile et de sa phase d'ennoblissement, c'est-à-dire les teintures, les transformations qui peuvent être apportées dans la finition du vêtement. Ça, c'est pour les impacts écologiques. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de lier finalement ça aussi à d'autres impacts, évidemment les impacts humains et sociaux. L'ONG Fairwear Trade a fait un constat, a analysé le prix d'un t-shirt et a regardé combien un t-shirt fait au Bangladesh, combien allait aux salariés. Il y a 0,6% du prix du t-shirt que vous achetez, ou en tout cas qui est vendu, qui va aux travailleurs. Donc on voit finalement la part du savoir-faire, la part du travail, comment elle est considérée dans la fabrication. Si on parle de droits humains, lorsque dans les années 90, Nike invente finalement ce nouveau modèle d'organisation de l'industrie de la mode en sous-traitant ou en délocalisant une partie de sa production dans des pays à bas coût de main-d'œuvre en Asie du Sud-Est, il garde son siège avec le marketing, le management, la communication, les missions logistiques, etc. Dans des pays du Nord, mais il sous-traite donc dans d'autres pays. Ce qui se passe, c'est que en éloignant finalement le lieu de fabrication, évidemment, ça a aussi des impacts écologiques en transport, etc. Mais surtout, on perd de vue ce savoir-faire, c'est-à-dire que le lien entre ce qu'on vend dans les pays du Nord et où c'est fabriqué s'éloigne. Et alors pour certaines entreprises, elles continuent à mettre en place des systèmes de contrôle où elles délocalisent carrément, elles construisent leurs propres usines. Donc elles gardent une certaine maîtrise. Mais la plupart d'entre elles se contentent de sous-traiter. Et ce sont des chaînes de sous-traitance. Et donc on trouve le moins cher et le plus rapide. En plus, ça s'est considérablement accéléré, comme vous le savez, puisque le principe de la fast fashion, c'est la mode rapide. Donc, il faut aller très vite, produire très vite, le moins cher possible, etc. Et on ne sait finalement plus qui fait les choses et quasiment comment c'est fait. C'est-à-dire la matière première, comment elle est tissée, comment elle est filée, comment elle est transformée, etc.
Et ça a aussi des impacts sur nous, ça c'est important pour moi de le dire, puisque finalement, bon, il y a une forme de toxicité aussi dans les produits d'habillement, puisque Greenpeace, lorsqu'il a fait son étude détox, il a montré que 2/3 des textiles contenaient des composés considérés comme toxiques, ce qui veut dire que ça a aussi des impacts sur notre propre santé, sans parler de celle des travailleurs qui manipulent ces produits pour les fabriquer. Et puis, la toxicité, elle n'est pas que chimique. Elle est aussi dans ce que ça produit, cette surconsommation, cette accélération, cette soumission à des tendances permanentes, etc. En termes de modèle de société et de culture, ça a aussi des effets sur nous. Et il y a une forme de saturation, il y a une insatisfaction permanente. Moi, je cite des chiffres pour montrer que finalement, malgré cette formidable promesse de la société de consommation qui dit que plus on en aura dans nos placards, plus on sera heureux, les gens continuent à se sentir mal dans leur peau, à exprimer le souhait, par exemple, de maigrir, de ne pas se trouver élégant, de toujours se chercher dans leur rapport aux autres, etc. Et je terminerai là-dessus en disant, je pourrais en parler très longtemps sur ces impacts évidemment, en disant que justement c'est ça qui interroge le plus, parce qu'à la fin il y a ce grand gaspillage même, et il y a une promesse qui n'est pas tenue, le grand gaspillage étant le gaspillage des vêtements eux-mêmes, puisqu'on a 30 à 50% de ce qu'on a dans notre placard que nous ne mettons pas, et que par ailleurs nous ne sommes pas satisfaits finalement de ces achats. Donc moi c'était ce constat-là, y compris d'ailleurs les gens qui travaillent dans les sièges, les stylistes, les créateurs, les stylistes, les gens qui sont dans les sièges des entreprises, eux aussi ils ont une forme, moi je cite un certain nombre de choses là-dessus, où il y a une insatisfaction. Donc finalement c'est bon pour personne, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour les travailleurs, c'est pas bon pour nous. Donc il y a vraiment finalement un vrai malaise assez profond qui a de multiples facettes. Bon, donc effectivement, c'est un constat alarmant là que nous avons fait, mais en même temps, c'est assez primordial de le rappeler parce que c'est ça qui pousse à la fois les consommateurs et puis des associations et certains industriels à évoluer vers une mode plus éthique. Tu vas pouvoir aussi nous donner ton avis là-dessus. Mais toi, Emmanuel, je sais que tu as aussi un avis très intéressant sur le fait que la couture, que la mode zéro déchet puisse apporter une réponse à la fast fashion. Voilà, tu expliques que la fast fashion, comme l'a dit Majdoline, crée de l'insatisfaction, et alors que la mode zéro déchet, c'est tout l'inverse. Alors, j'ai écouté Majdoline et je trouve absolument passionnant que tu termines ton constat sur les dérives environnementales, sociales du système actuel de la mode par cette idée d'insatisfaction, parce que c'est là, moi aussi, où j'en suis venue, c'est le cœur des choses, et évidemment qu'on a tout un travail à faire pour transformer cette industrie et nos pratiques de consommateurs, mais finalement, le cœur des choses et ce sur quoi on peut et doit travailler aussi, c'est ça. Pour moi, le vêtement, c'est quelque chose qui permet de s'exprimer, qui permet de montrer qui on est, qui doit donner confiance en soi. Et c'est quelque chose d'essentiel. On peut s'en fiche aussi, on peut considérer qu'on n'a pas besoin de s'habiller, mettre toujours le même pantalon et être très minimaliste, mais on peut aimer développer ça, développer son style et considérer que c'est une part de soi, une part de sa créativité, de ses relations aux autres, etc., qui est essentielle dans notre société et pour soi-même. L'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui, elle nous promet ça, comme tu dis, elle nous promet quelque chose, une confiance en soi, mais en fait c'est un gros mensonge. Ce qu'elle crée, c'est cette insatisfaction par des campagnes marketing qui nous encouragent à changer en permanence de vêtements et qui nous donnent des modèles qui sont inatteignables physiquement, et qui nous donne l'idée qu'il faut toujours avoir le dernier modèle à la mode pour se sentir bien. Et finalement, elle crée exactement l'inverse de ce que devrait créer un monde de la mode qui serait idéal pour moi. Et pour moi, le monde de la mode idéal, il nous aide à développer notre style. Il y a des gens, en même temps, l'univers de la mode et de l'industrie de la mode, je le trouve hyper créatif. Enfin, je veux dire, il y a aussi des choses extraordinaires à regarder et à prendre dans cet univers-là. C'est un des univers les plus créatifs d'aujourd'hui et de ces dernières années. Voilà. Donc, je pense qu'il faut interroger ça de façon assez fondamentale et en commençant par soi, c'est-à-dire c'est quoi mon style, c'est quoi ce que je veux, et essayer de se désintoxiquer, de se détacher
du style qu'on nous impose, tout en s'en inspirant, parce qu'effectivement, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ces milieux-là, et des choses très belles, et on peut les garder. Alors, si on fait le lien avec la couture, tu parlais du détachement aussi qu'on a entre nos actes de consommation et l'éloignement qu'il y a entre les produits qu'on consomme et les gens qui les fabriquent, etc. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé toutes ces décennies passées dans tous les univers de la consommation. On n'a plus du tout conscience de la façon dont sont fabriqués les objets qu'on consomme, et le prix auquel on les achète est complètement n'a rien à voir avec la réalité. C'est particulièrement vrai dans la mode. On n'a pas la moindre idée, la moindre conscience, ancrée en nous, de combien il faut de temps, quelle matière. Avec la cuisine, encore une fois, je fais le parallèle souvent, mais avec la cuisine, on commence à reconnecter beaucoup de choses. Là, dans la mode, alors là, on n'a aucune conscience des pesticides, de l'eau, des matières premières, du nombre de champs qu'il faut pour faire du coton, etc. Et des ouvriers à l'autre bout du monde. Le Rana Plaza nous a aidés à faire ça, à prendre conscience qu'il y avait des gens qui pouvaient mourir pour fabriquer nos fringues pas chères. Et quand on coud, on prend conscience du temps qu'il faut pour faire un vêtement. Je me suis fait un pantalon il n'y a pas longtemps, j'y ai mis une journée. Ça m'a pris une journée entière. Et là, on se dit, ah d'accord, donc si moi je devais être payée à un tarif qui me permettrait de vivre pour faire ce pantalon, combien devrait être vendu ce pantalon? Beaucoup plus que le prix auquel il est vendu dans les magasins de fast fashion. Et c'est vraiment, moi, quand je couds, c'est une chose que j'ai écrite dans le livre, mais je me sens reliée aux ouvrières aux ouvrières et aux ouvriers. Enfin voilà, c'est une façon de se reconnecter qu'on partage de plus en plus. Ici, il y a plein d'ateliers de do-it-yourself. Le mouvement do-it-yourself, il se répand dans tous les secteurs de la consommation. La couture, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une compétence qui a sauté pas mal de générations là, pour lequel il y a un vrai appétit. Moi, depuis que j'ai fait ce livre, c'est très marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent oh, j'ai super envie de m'y mettre, ou je m'y suis mis, même des hommes qui me disent tu sais, je couds, ou je reprise mes chaussettes et tout, voilà. Donc, en couture, on a du boulot, on a vraiment du boulot, mais c'est en train de se faire, voilà, pour se réapproprier les savoir-faire, et puis aussi se dire que c'est pas si difficile, qu'on peut se réapproprier ces savoir-faire très simples, que voilà, on n'a pas besoin de faire des choses très compliquées pour s'y mettre. Il y a des savoir-faire très très simples qu'on peut diffuser. Oui, alors ça, cette notion de simplicité et finalement d'accessibilité à une mode plus éthique, c'est une notion extrêmement importante qu'on va pouvoir aborder un petit peu plus tard, parce que ça revient souvent dans les questionnements, mais oui, mais la mode éthique, mais moi, je ne peux pas me l'offrir, me la permettre. Mais avant ça, peut-être, Majouline, ton avis sur le rôle du zéro déchet dans une mode plus éthique. À ton avis, pourquoi le zéro déchet doit avoir un rôle stratégique? En éliminant le déchet du vêtement, en fait, finalement, on permet de remonter bien plus loin et à la source du problème. Ce qui est important de dire, c'est que le système que j'ai décrit assez rapidement, mais j'en parle assez longuement dans mon livre, et l'histoire de ce système, cette industrie, c'est la même que dans plein d'industries manufacturières. C'est-à-dire qu'on a pris le virage avec les révolutions industrielles, et avec les 30 Glorieuses, on a donné un gros coup d'accélérateur, et ces 30 dernières années encore plus, à l'économie linéaire. C'est-à-dire l'économie linéaire, c'est une économie qui fonctionne sur un modèle linéaire, produire toujours plus, toujours moins cher, vendre toujours plus, consommer toujours plus et jeter toujours plus. Et ça part du principe que les ressources en amont, les ressources qu'on utilise pour fabriquer sont infinies et qu'on peut jeter à l'infini. Aujourd'hui, on le sait, je pense que si vous êtes là, c'est que vous partagez ce constat, c'est qu'il y a une finitude des ressources naturelles, que la biosphère ne peut pas continuer à supporter ce modèle-là, et je dirais ça, c'est en aval, et puis en amont, bien sûr qu'on croule sous les déchets, et les chiffres que vous avez sans doute déjà vus à l'échelle de la France, on parle de 700 000 tonnes de textiles qui sont mis sur le marché, mais on n'en collecte que 30% à l'échelle
européenne, on parle de 4 millions de tonnes de déchets textiles. À l'échelle individuelle, ça fait presque 10 kilos par habitant par an. Et une partie, entre 30 et 40% à l'échelle de la France, sont valorisés, c'est-à-dire sont collectés et ont une seconde vie. Ce qui veut dire que si on veut changer cette situation de l'industrie de la mode, bien sûr, on peut faire des règlements, on peut faire des lois, etc. Et c'est très important. Et je pense que ce qui est un facteur de changement profond, c'est de passer à l'économie circulaire, justement. Et ce qui est fantastique, l'économie circulaire et la mode circulaire, c'est que c'est un super facteur d'innovation. C'est-à-dire que, évidemment, on éco-conçoit les produits, on noue de nouvelles relations avec les clients, puisque l'idée, c'est pas simplement de leur faire consommer le plus de produits, mais de peut-être leur proposer des services autour de réparation, etc. Et enfin, on réemploie, on réutilise, on recycle les matières, les textiles usagés ou les textiles, les invendus, les invendables, les chutes et les déchets textiles. Et pour moi, la question des déchets, elle est stratégique, parce que si on coupe le robinet à la fin, on se dit on fait 0 déchet. Forcément, on va se dire, il faut que mon produit soit plus durable. Il faut qu'il vive plus longtemps. Il faut qu'il soit conçu autrement. Et puis, dans mes relations avec les clients, si par exemple, je vais prendre un exemple de nouvelles relations avec les clients, c'est les systèmes de location de vêtements. Forcément, vous nouez d'autres relations. Le but, c'est pas que le vêtement que vous envoyez en location, il vous revienne parce qu'il ne supporte pas un lavage ou de lavage, que vous le mettiez à la poubelle. Il faut que le vêtement soit plus durable. Et puis, vous créez une communauté de clients, il y a une interaction. Vous avez un retour sur la nature des choses que vous louez tout de suite, etc. Et si on va à la fin, eh bien moi je pense qu'on a assez de textiles usagés, de déchets textiles, de matières textiles dans le monde, ou même à l'échelle de la France, pour refaire des vêtements pour je ne vais pas dire des centaines d'années, mais pour de très longues années. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on repart des matières existantes, si vous prenez par exemple des invendus, des chutes, c'est que ça suscite une formidable créativité et qu'on peut faire des choses fantastiques. Et en plus, il y a une partie de ces activités qui sont artisanales. Si vous prenez l'upcycling, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est du recyclage à haute valeur ajoutée par le design. Donc ça veut dire qu'on on va prendre des chutes, c'est ce que fait Emmanuelle Vibert quand elle parle dans son livre et qu'elle fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on va réemployer des matières et du coup ça demande une autre créativité, je l'ai dit, mais surtout il y a une part d'artisanat, donc vous créez plus d'emplois. Et dans le supplément Socialteur, justement, de 0 déchet que vous avez là, il y a un chiffre qui est rappelé, j'espère pas dire de bêtises, mais c'est pour un emploi créé pour la mise en décharge, vous avez 31 emplois créés dans la revalorisation et le recyclage. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je parlais de facteurs d'innovation, ce n'est pas simplement une solution écologique, ça n'est pas une contrainte, c'est une formidable opportunité. Et c'est ça que moi j'ai constaté en essayant de travailler sur ces solutions, c'est que finalement ça ouvrait des champs en matière d'autres types d'activités, de qualité des relations avec les clients, d'innovation dans les produits, de réappropriation sur justement ces questions de créativité, et puis des emplois aussi, et on en a besoin, je le crois. Alors sur mon territoire, évidemment, vous comprenez, c'est l'enjeu aussi qui m'a motivée à travailler sur ces questions, c'est que demain, mon rêve, c'est que nous, la France qui est capitale, Paris capitale de la mode, mais ces territoires qui ont été textiles puissent être les pionniers, les ambassadeurs de cette nouvelle mode circulaire qui crée plus d'emplois, de l'activité plus intelligente, voilà, et qui répond aussi davantage, à mon avis, aux aspirations des consommateurs qui sont naissantes aujourd'hui, qui émergent. Vous êtes là pour le prouver finalement en vous questionnant sur ces sujets, mais qui vont, à mon avis, s'affirmer encore plus demain. Ce que Emmanuel l'a dit, je voulais rebondir là-dessus en 30 secondes, c'est que c'est vrai que le vêtement, c'est un moyen de communication non verbale incroyable. C'est vrai, finalement, avant même que vous ayez ouvert la bouche, vous passez un message aux autres en disant voilà qui je suis, voilà qui je voudrais être, voilà ce que j'ai envie de transmettre, voilà la mode de relation que j'ai envie de créer avec les autres. Enfin, il se passe plein de choses au travers du vêtement. Et puis, c'est aussi en amont des créateurs, c'est un acte artistique, ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine civilisationnel avec les savoir-faire, avec l'histoire que ça porte. C'est pour ça que ça ne peut pas être traité comme un déchet. C'est pour ça. Donc, merci pour cet éclairage. Alors effectivement, on le voit, finalement, la mode circulaire, zéro déchet, éthique, c'est une formidable opportunité.
Mais on peut se poser la question, pourquoi ça ne bouge pas encore plus vite que ça ne l'est à l'heure actuelle? Pourquoi il y a encore de nouveaux magasins qu'on connaît tous de fast fashion qui ouvrent quotidiennement? La question de l'accessibilité, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut peut-être en redire 2 mots. Est-ce que c'est parce que les consommateurs et les consommatrices estiment que cette mode éthique, elle n'est pas accessible à tous, elle est trop chère, trop spécialisée, enfin trop différente de ce qu'ils connaissent. À ton avis, Emmanuel, je crois qu'il y a plein de réponses à ça. Je crois qu'on est dans une période très très en mouvement où tout bouge très vite, pas assez, mais voilà. Pourquoi ça bouge pas assez vite? D'abord parce que le système de l'industrie est quand même un monstre démesuré et qui continue son accélération. La fast fashion avec ses collections qui se renouvellent très très vite. Bon, ça c'est un paquebot qui est lancé, donc on ne peut pas freiner comme ça. Il y a la question des modèles économiques. Bon, il y a plein de réponses à ça. Comment on fait pour gagner de l'argent quand on est une marque de mode mais qu'on décide de vendre moins parce qu'on est rentré dans une espèce de folie comme ça? Il y a des gens qui commencent à y réfléchir. Il y a des réponses techniques à ça aussi. Tu parlais de transformer les matières premières, enfin ce qui est considéré jusqu'ici en déchets, en matières premières. Alors ça, c'est une question absolument passionnante, ce que plein de pionniers qu'on a vus au Fashion Green Days que tu organisais il n'y a pas longtemps à Roubaix sont en train de défricher. Alors pour l'instant, ils sont dans leur petit coin. Je pense que dans quelques années, ils seront plus sur le devant de la scène. Mais il y a les chaussettes orphelines qui sont en train de transformer des vieilles chaussettes en nouvelles matières premières. La Vie est Belt qui utilise des pneus recyclés en ceinture. Les tissages de Charlieu qui font des nouveaux tissus avec plein de matières récupérées. Mais par exemple, les tissages de Charlieu, ils m'expliquaient que rien que sur l'étiquetage, ils avaient un problème parce qu'ils ne savent pas quoi. C'est obligé de dire la composition d'un tissu. Quand on utilise des tissus recyclés, on ne sait pas forcément. Donc on a un problème législatif. Donc tous ces gens-là sont en train de défricher tout ça et ça prend du temps. Ça prend du temps et après il y a convaincre les consommateurs. Alors il y a la question du prix aussi. On se dit la mode éthique d'abord elle n'est pas forcément très visible. Aujourd'hui il y a des enseignes partout. On va on va dans les galeries marchandes etc. pour faire ses courses. La mode éthique elle est pas forcément visible. C'est quand même encore une mode de niche à part quelques marques qui commencent à augmenter, à devenir vraiment importantes comme les Veja de Majdouline, mais voilà, elle est hyper créative, mais pas forcément visible. Je pense que sur cette question le préjugé du prix, bon, les réponses, on les connaît tous, c'est acheter moins, mais mieux, etc. Et puis, il y a aussi ce vivier extraordinaire des friperies où on peut s'habiller pour rien. Voilà, et ça c'est un mode de consommation qui est en train d'augmenter, et tant mieux aussi. Donc pourquoi ça va pas assez vite? Il y a plein de raisons à ça qui sont très variés. En même temps, on sent une petite accélération des modes de consommation. Voilà, vous êtes là, il faut encourager ça et diffuser. Mais effectivement, on est d'accord en fait finalement pour dire que l'accessibilité c'est un faux problème et il y a énormément de solutions pour avoir recours à la mode éthique sans se ruiner facilement et on est effectivement dans le consommer moins mais mieux qui est assez, que vous avez, j'imagine, tous en tête si vous êtes là aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a aussi un outil qui peut énormément aider à l'essor de la mode éthique, c'est le digital. Parce que le digital a permis l'essor des marketplaces et du mass market, c'est-à-dire finalement encore plus de fast fashion parce qu'on va encore plus acheter facilement en ligne et donc contribuer au problème. Mais finalement, c'est aussi un moyen de promouvoir des super initiatives. Le digital permet la location de vêtements, permet d'instaurer une mode collaborative, collective. Et ça, je trouve que ça peut être une bonne réponse. Est-ce que Majdouline, tu veux en dire un petit peu plus? Des exemples peut-être aussi de plateformes intéressantes? Je rebondis juste sur ce qu'a dit Emmanuel en quelques mots, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on produit 100 milliards de vêtements. Il est prévu qu'en 2020 ou un peu après, on en produira 130 milliards. Donc, ça veut dire que ça va continuer. La courbe de croissance continue. Donc, il y a des raisons de se désespérer en se disant cette fast fashion, cette production toujours plus va se poursuivre. Et il y a des raisons d'espérer.
Alors sur les raisons désespérées, j'en ai d'autres, mais je vais passer tout de suite aux raisons désespérées. C'est-à-dire qu'il y a un formidable vivier de créateurs qui créent toute leur activité sur l'éco-conception, sur le recyclage, etc. Donc j'aurai pas le temps de les citer tous, et tu l'as dit. Moi, j'organise des Fashion Green Days avec une association qui s'appelle Nordcrea, et on réunit tous ces gens-là, mais aussi les grandes entreprises qui viennent témoigner des initiatives qu'elles prennent. Et du côté des entreprises aussi, il y a des choses qui bougent. Alors, j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a des choses quand même qui se mettent en mouvement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail qui est fait, y compris ici. Je veux dire, c'est de continuer à montrer à la voix et réfléchir collectivement à ce que ce serait cette mode éthique. Et sur le mot éthique, je voulais juste faire une parenthèse aussi. Éthique, pour moi, je l'ai utilisé au sens de Hans Jonas, qui veut dire faire agir aujourd'hui pour rendre possible la vie des générations futures. Alors, vous allez me dire, c'est la définition de développement durable, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est cette conscience que notre rôle, c'est la préservation du vivant et le fait de cultiver le vivant. Donc c'est une approche qui est aussi intérieure, et encore une fois, j'ai pas le temps vraiment d'en parler ici, mais je pense que c'est aussi ce passage-là de réflexion entre l'être et l'avoir qui nous permet à un moment de nous émanciper et d'être partie prenante de cette nouvelle histoire. Pour en revenir au digital, effectivement, moi je constate qu'il y a le plus mauvais et le très bien, mais ça a permis quand même à des jeunes marques, par exemple d'upcycling, etc., d'exister plus vite et de pouvoir présenter à un plus grand nombre, à un plus grand public, par exemple, leurs produits. Ça permet aujourd'hui à des systèmes de location de vêtements d'exister. Il y a des tas de startups qui se sont créées, qui louent des vêtements, ne serait-ce que de cérémonie. C'est déjà super parce qu'on sait qu'un vêtement de cérémonie, il est porté 2 fois, 3 fois maximum, et puis disparaît. Donc il y a cet essor-là, et puis l'information aussi des consommateurs. La possibilité d'interpeller directement via les réseaux sociaux les enseignes. Et cette question d'ailleurs de la transparence, elle est stratégique parce que finalement, on ne peut pas aujourd'hui dire c'est quoi une marque éthique. Évidemment, on peut donner des critères. Il y a quelques labels qui sont très bien, qui permettent de se repérer. Mais j'en parle dans mon livre, mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est déjà que les gens soient capables d'expliquer comment est fait le vêtement qu'ils commercialisent. Et déjà, c'est la première étape. Et du coup, cette possibilité d'interpellation, de communication via le digital est aussi un outil au service de ça. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que même si si on continue, si on se dit vraiment qu'on va produire 130 milliards de vêtements demain, même si on produit tout en mode éthique, il y a quand même un problème. Donc la question du fait de produire moins est une vraie réalité. Ça veut dire que les modèles économiques demain de la mode, s'ils veulent être éthiques au sens de préservation du vivant, devront forcément proposer une alternative, pas que vendre plus, mais proposer des services, des autres activités, des Fab Labs, des textileries, de la réparation, et c'est tout un univers à inventer. Merci. Alors, on m'a annoncé qu'il nous restait quelques minutes. Je vous propose, si des personnes ont des questions, de les poser. Quelqu'un va faire passer un micro dans le public. On a le temps pour 1 ou 2 questions maximum. Ça peut être des questions en tant que consommateur ou consommatrice lambda qui se demandent comment accéder à cette mode éthique, ou des questions plus techniques si jamais Alors, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Je m'y colle du coup. Bonjour. Déjà, merci pour tout ça, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question, c'est qu'on a beaucoup parlé de constat. C'est-à-dire quel est le constat aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais tout simplement savoir, en tant que consommateur, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour, à mon petit niveau, essayer d'aider, de changer un peu les choses. Emmanuel, peut-être avec la couture, et puis ensuite Majdoline. Oui, bon, on a déjà parlé de la couture, les marques éthiques, votre façon de consommer au quotidien, s'habiller recyclable, réfléchir à votre style, ce qu'il y a dans votre placard. Est-ce que vraiment je suis insatisfait ou insatisfaite de ce qu'il y a dans mon placard? Majdoline, à l'instant, tu parlais de transparence. Alors ça, je trouve que c'est super important. On a tous envie et besoin de savoir comment sont fabriqués les biens qu'on consomme, et en particulier dans la mode. Il y a un vrai problème là-dessus. C'est un tel imbroglio de
sous-traitants, etc., qui a été révélé avec aussi, qui a encore été mis en valeur par l'affaire du Rana Plaza. On peut exiger ça des marques, avant d'acheter quelque chose, dire bon, bah, alors c'est fabriqué comment, poser des questions, encore poser des questions et encore poser des questions tous les jours. Ça, c'est une méthode sur les réseaux sociaux aussi. Au-delà des trucs de consommation quotidien que je pense que vous connaissez à peu près tous ici. Identifier les marques éthiques, consommer moins, réparer, le mouvement de réparation qui est énorme. Mais ça, je pense que les marques sont hyper attentives à leur communication et à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eh ben, faites ça, voilà. Interpellez-les sur Internet, dire alors ce t-shirt que je viens d'acheter, il est fabriqué par qui, comment, etc. Voilà. Ça, c'est aussi un truc, si vous voulez passer l'étape supérieure, il y a des ONG qui font ça super bien, comme de l'éthique sur l'étiquette, Sherpa, qui vont gratter tout ça. On peut aussi les soutenir, aller voir ce qu'elles relaient comme information, les relayer vous-même. Voilà, c'est des pistes. Alors, une première chose, moi je trouve le défi Rien de neuf super. C'est-à-dire le détox consommation, parce que ça oblige justement à se questionner sur ses actes d'achat. Et je dirais que c'est l'étape numéro 1. Pourquoi j'achète, de quoi ai-je vraiment besoin, quelque part, je sais que ça va paraître très perché ce que je vais dire, mais qui suis-je, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de communiquer aux autres. Et ce moment de réflexion sur l'être, moi il y a un livre qui m'a beaucoup nourri, c'est Les choses de Perec, de Georges Perec, qui est un vieux livre, hein, mais qui est vraiment un roman d'ailleurs, sur justement un jeune couple qui se met à acheter, et finalement pour combler un vide qui est l'absence de projet dans leur vie. Alors je ne dis pas que les gens qui se questionnent aujourd'hui sont dans cette situation, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir ce cheminement de l'avoir à l'être. Et du coup, rien de neuf est intéressant pour ça, parce qu'une fois qu'on dit j'achète plus rien, je suis obligée de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, ce dont j'ai vraiment besoin. Moi, dans le livre, après, je donne 8 actions pour conseils aux consommateurs, qui consistent d'abord à cette réflexion. Et ensuite, effectivement, au maximum, essayer de se tourner vers le seconde main, parce qu'il y a un vivier de produits textiles fantastiques dans le marché du seconde main. Bonne nouvelle d'ailleurs, des raisons d'espérer. Il y a une étude du Sreddit qui prédit qu'en 2027, le marché du seconde main sera plus important que le marché de la fast fashion. Et puis, dernier point, effectivement, c'est les marques ou les créateurs qui revendiquent dès à présent cet engagement pour cette mode responsable, éthique, circulaire, etc. Et il y a de plus en plus de marques qui permettent de rendre les choses accessibles. Et si on ne consomme que des choses qu'on achète, que des choses qu'on porte, ça veut dire que dans son budget, on gagne 30 à 50%, puisque je vous rappelle, il y a toute une partie de notre placard qu'on ne met pas. Donc déjà, si on dit c'est trop cher de s'habiller éthique, non. Puisque, en fait, même si je paye 30 ou 50% de plus mes vêtements, qui seront plus durables par ailleurs, on a la possibilité de le gagner, puisque c'est des vêtements qu'on mettra vraiment. Je peux ajouter juste une petite chose. Oui, rapidement, parce qu'on va non. au débat. On parle beaucoup d'actions individuelles et des colibris, etc. Et je pense que ces dernières années, l'idée qu'en tant que consommateur et que citoyen, on pouvait avoir une action sur la société, c'est largement diffusé. Et je pense que maintenant, il faut continuer ça, évidemment, ce mouvement-là. Ce qui est intéressant aussi d'analyser, c'est comment on fait pour faire basculer ça, nos actes et nos prises de conscience individuelles et citoyennes, vers du collectif, pour accélérer le mouvement. C'est valable dans la mode, c'est valable partout. Je pense qu'il y a une vraie réflexion, je n'ai pas de réponse importante à vous donner là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble à ça et à comment on fait. Alors ça peut passer par soutenir des ONG qui travaillent là-dessus. Je pense aussi à HALT, à l'obsolescence programmée, qui travaille sur les collants. Pourquoi les collants se filent au bout de 3 jours alors qu'on sait fabriquer des collants qui savent durer. Voilà. Comment je fais dans mon entreprise pour orienter les achats textiles vers du durable, de l'éthique, etc. Enfin voilà, réfléchir aussi à comment on fait basculer ça vers du collectif. Mes convictions et mon action personnelle, et voilà. Bon, non mais c'est super, ça prouve qu'il y a plein de choses à dire. Alors pour conclure, moi je vais remercier vivement Emmanuel Vibert et Majdoline Sbaï de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je vous invite à aller leur poser des questions au stand librairie, parce qu'elles vont être à l'issue de la conférence en dédicace, mais aussi ouvertes à toute question, j'imagine. Et finalement, vous avez très souvent fait le parallèle avec la cuisine, la consommation alimentaire. Et je pense qu'on sera toutes les trois d'accord pour dire que Pierre Rabhi, c'est toi Majdoline qui me rappelait cette citation, mais Pierre Rabhi dit souvent que cultiver son jardin, c'est un acte politique.
Et en fait, il faut qu'on fasse de la couture Voilà. un nouvel acte politique. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Merci.